Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée. Ça y est, je vous retrouve enfin pour une vidéo face caméra ici en Belgique. Alors, le décor actuel est un décor de passage. Si vous pouviez voir ce qu'il y a derrière la caméra, je pense que vous... J'ai pas reçu tous les meubles. De toute manière, si vous suivez un petit peu toutes mes péripéties sur ma chaîne de vlog, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Si ce n'est toujours pas le cas, je vous invite à me suivre sur ma chaîne de vlog. Vous pouvez cliquer juste ici, si je dis pas de bêtises. Merci pour tous vos messages de soutien, pour tous vos petits mots par rapport à ce déménagement en Belgique qui a été assez périlleux. Mais merci de tous vos messages, de tous vos mots. Ça m'a fait hyper chaud au cœur et je suis trop contente de pouvoir enfin vous retrouver ici dans un nouveau décor qui va peut-être changer au fur et à mesure. Vous avez pu le voir au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de recommencer un petit peu les vidéos face cam en posant les bases et en répondant à un tag qui est le Truthful YouTuber tag, quelque chose comme ça. En gros, c'est le tag de la vérité. Toutes ces questions finalement auxquelles vous n'avez jamais eu de réponse parce que tout simplement les youtubeurs ou les influenceurs ou les instagrammeurs, comme vous voulez, n'y répondent pas nécessairement. Et je vais y répondre dans cette vidéo. Donc ça va pas plaire à tout le monde, je pense, mais c'est pas grave. Le but de cette vidéo, c'est pas de plaire aux gens, c'est simplement de dire la vérité et de parler un petit peu de l'envers du décor de YouTube. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime vous parler de mon métier, j'aime vous parler de l'envers du décor de ce métier parce que je trouve que c'est important, vous en tant qu'abonnés qui nous soutenez au travers de nos vidéos sur nos chaînes, de savoir un petit peu aussi ce qui se passe, ce qui se trame, et peut-être aussi que vous posez des questions que vous n'avez jamais osé poser aux youtubeurs, aux influenceurs. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra y répondre. C'est parti. Première question, un produit que tu utilises souvent mais que tu ne montres jamais sur les réseaux. Alors il y en a un que j'utilise très souvent, c'est un produit de chez Aven, c'est la crème Cicalfate. C'est un produit dont je parle peu puisqu'en fait je n'utilise quasi pas de produits de parapharmacie, tout simplement parce que pour la plupart ils sont pas hyper bio, ils sont pas hyper respectueux de l'environnement. C'est la crème qui actuellement aide le plus ma peau à cicatriser. Je vous en ai pas parlé tout simplement parce que c'est pas vraiment une marque que j'ai envie de mettre en avant pour le moment parce que je suis pas hyper renseignée sur la marque et j'essaye quand même de vous montrer des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, qui ont quand même une compo assez clean, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas des produits Aven, même si c'est une marque de parapharmacie. Donc c'est la raison pour laquelle je vous en ai pas parlé. Pour autant, ça m'aurait pas non plus empêché de vous la montrer dans une routine, mais c'est juste que voilà, pour le coup, c'est pas forcément un produit dont je parle très souvent, mais pourtant que j'utilise quand même. Une marque dont tu n'achèteras jamais les produits, dont je déteste les valeurs et les pratiques, etc. La réponse à cette question ne va pas plaire à quelques personnes, mais j'ai envie d'être très honnête avec vous, surtout avec ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc clairement la marque que je n'achèterai jamais, mais je veux même pas en entendre parler tellement je trouve que c'est aberrant, c'est la marque Nikki Paris. Donc pour les gens qui connaissent pas cette marque, mais je pense que vous la connaissez peut-être, ne serait-ce que pour le bad buzz qu'elle est en train d'engendrer en ce moment, c'est une marque de produits pour les cheveux, donc shampoing après shampoing, tout ça, dont beaucoup de gens sur Snapchat, sur Insta, etc., des influenceurs, des gens de télé-réalité ont fait la promotion très souvent. Il y a eu énormément de critiques de ces produits puisque ne serait-ce que la composition en fait est atroce, elle est dégueulasse. J'ai rarement vu une composition aussi pourrie et même dangereuse pour vos cheveux, votre cuir chevelu et votre santé de manière générale. Pour en avoir parlé avec des professionnels aussi, je sais par leur expérience que ces produits c'est vraiment bullshit, on vous vend un truc méga cher alors que ça ne fait rien à vos cheveux. J'ai aussi eu des expériences d'abonnés qui m'ont dit suite au live que j'avais fait avec ma coiffeuse pendant le confinement qu'elles avaient eu des cheveux qui tombaient avec ces produits là, qu'elles avaient eu vraiment des irritations du cuir chevelu, mais vraiment des trucs horribles quoi. Donc voilà, clairement Nikki Paris, j'achèterai jamais, je testerai jamais et ne serait-ce que pour ce qu'ils sont en train de faire à cette nana, je trouve ça juste dégueulasse donc je veux même pas en entendre parler en fait. Troisième question, supprimes-tu des commentaires et pourquoi? Alors oui, je supprime des commentaires, bien sûr, et je vais être totalement transparente avec vous. Si jamais vous avez l'occasion de commenter un jour une de mes vidéos, même celle-ci, celle que vous êtes en train de regarder, vous allez voir que votre commentaire il est passé en attente d'approbation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que votre commentaire ne se publiera pas tant qu'il n'aura pas été approuvé et validé. J'ai quelqu'un qui travaille pour moi, qui est donc ma community manager et qui s'occupe de modérer les commentaires et de les valider ou de ne pas les valider en fonction du contenu du commentaire. Je vais donner une charte avec les choses que je tolérais et les choses que je ne tolérais pas. Les choses que je ne tolère pas, ce sont les insultes
envers moi, envers ma communauté ou envers d'autres influenceurs ou youtubeurs, parce que des fois il y en a qui viennent faire de la délation sur d'autres personnes sous mes vidéos. Donc ça, je n'autorise pas. L'incitation à la violence, je n'autorise pas non plus. Et les critiques non constructives, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être de la critique pour de la critique, que ce soit sur le contenu ou sur quoi que ce soit, mais qui soit tourné d'une manière très violente, très méchante ou parfois juste complètement mal formulée, on comprend juste pas ce que ça veut dire. Donc ces commentaires-là, je demande à ce qu'ils soient supprimés. Pourquoi? Non pas parce que je n'accepte pas la critique, genre je vais y revenir juste après, simplement parce qu'en fait, la haine attise la haine et que plus on laisse passer des commentaires haineux, des insultes, des messages de grossophobie ou quoi que ce soit, à partir de ce moment-là, ça donne des idées aux autres et alors là, c'est un ouroboros, c'est un cercle sans fin et on tombe toujours sur le même truc et c'est insupportable. Donc c'est la raison pour laquelle moi je veux juste que mon espace de commentaires soit un espace libre de partage, de conseils, de good vibes et voilà. Et j'ai pas du tout envie que ça soit la chasse aux sorcières à chaque fois que je sors une vidéo ou un vlog. Et en fait il y a un moment c'est simplement le moyen en fait de me protéger, de protéger aussi les autres. Je vois pas pourquoi quand tu vas sur YouTube tu regardes les commentaires et tu vois la meuf que tu regardes se faire insulter de tous les noms, c'est pas cool. En revanche, tous les commentaires constructifs, même si ça pique parfois, même si ça va pas dans mon sens, et ben je lui ai demandé de tous les laisser passer parce que c'est l'occasion aussi d'avoir un libre échange dans les commentaires avec des gens qui sont d'accord ou qui sont pas d'accord, de créer en fait une espèce de communauté où les gens peuvent discuter de certains sujets. Je trouve ça important. Moi la critique elle est hyper importante parce que c'est la seule manière que j'ai, c'est le seul retour que j'ai de votre part et sans cette critique constructive je ne peux pas m'améliorer, je ne peux pas avancer et je ne peux pas changer en bien, je l'espère. As-tu déjà menti à propos de produits pour rester en bon terme avec la marque? Alors non, j'ai jamais menti à propos d'un produit pour rester en bon terme avec la marque. C'est ce qui m'a souvent valu des petites mésententes avec les marques et des petits problèmes, tout simplement parce qu'en fait la marque me proposait un partenariat, m'envoyait des produits, je les testais, ça me plaisait pas et donc le retour que je faisais à la marque c'est désolé mais j'ai testé et franchement j'ai pas envie d'en parler parce que personnellement c'est pas un produit qui me plaît, qui me touche ou que je vais utiliser. Donc les marques, mais pourquoi, et si, et ça, est-ce qu'on pourrait te faire tester peut-être ce produit et nanani. J'ai jamais menti à propos d'un produit, c'est d'ailleurs la ligne conductrice que je me suis fixée. Mais on va dire que dès que c'est devenu mon métier, je me suis toujours dit, moi je veux être honnête, j'ai envie que les gens puissent me faire confiance, j'ai envie que les gens, quand ils achètent quelque chose parce que je leur en parle, ils savent en connaissance de cause que ça va être un bon produit, en tout cas que personnellement je l'ai testé et je l'ai aimé, donc ça ne m'est jamais arrivé, au contraire, et comme je vous le disais, ça m'a souvent causé des petits problèmes avec des marques même avec lesquelles je travaillais déjà, donc voilà. Mais au moins, je suis intègre et ça c'est important. Les influenceurs, créateurs en qui tu n'as pas confiance en termes de contenu, d'honnêteté, etc. Je dirais que de manière générale, j'ai confiance en peu de monde sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Tout simplement parce qu'en fait je fais aussi partie de ce milieu et que je sais comment les deals sont faits derrière, en backstage. Je sais comment les partenariats évoluent, je sais d'où ils partent, je sais comment ça fonctionne, comment ça se passe, ce qu'il y a comme enjeu derrière aussi. De manière générale, j'ai confiance en très peu de gens en termes de contenu et en termes d'honnêteté. Parce que aujourd'hui on n'a pas tous commencé pour les mêmes raisons à faire des vidéos sur YouTube. Il y a quand même des gens qui ont commencé comme moi il y a 10 ans par passion, pour le partage en fait et pour cette espèce de lien qu'il y a entre nous et notre communauté. C'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé, c'est parce que je voulais me faire des amis. Donc à l'époque on ne pouvait pas gagner d'argent. Aujourd'hui YouTube, Instagram sont des business. Les gens quand ils commencent sur les réseaux sociaux, ils savent que derrière il y a de l'argent à gagner, il y a un business à faire, il y a aussi de la notoriété à gagner et donc forcément ça attire des gens qui pour percer vont faire des partenariats à outrance, vont peut-être parfois manquer d'honnêteté envers leur communauté, leurs abonnés pour se faire de l'argent ou pour se faire connaître. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui je dirais que ce qui nous détermine vraiment c'est comment on a commencé, pourquoi on a commencé, quelles sont nos ambitions aujourd'hui, mais ça ce sont des choses que vous ne pouvez malheureusement ni connaître, ni savoir, ni voir et je pense que c'est le cas pour très peu de personnes d'ailleurs. Alors, question croustillant, j'espère que vous êtes prêts. As-tu déjà caché un partenariat, ne pas mettre la mention partenariat rémunéré en début de vidéo sur les stories, etc. etc. Eh bien oui, ça m'est déjà arrivé, bien entendu, pour plusieurs raisons. Ça m'est surtout arrivé, je dois dire, au début de ma chaîne YouTube.
quand c'était pas encore obligatoire dès le départ de mettre la mention poste rémunéré, partenariat rémunéré, contient une communication commerciale. Aujourd'hui, la législation impose ce type de mention pour ne pas prendre les gens pour des débiles. Donc moi je trouve ça très bien, je trouve que c'est important parce qu'effectivement à mon sens il y avait quand même quelques abus. À titre personnel, je mentionne toujours aujourd'hui quand mes stories ou quand mes posts sont en partenariat. Déjà d'une parce que c'est obligatoire d'un point de vue juridique. De deux parce que j'ai à cœur aussi de le faire parce que pour moi c'est important d'être transparente aujourd'hui avec le recul nécessaire avec mes abonnés, ma communauté, etc. Ça n'empêche pas certaines influenceuses et certains influenceurs de ne pas mentionner quand ils sont en collaboration rémunérée par des marques, mais bon ça il y en aura toujours. Le jour où ils seront chopés par la justice, ce sera leur problème et ils devront le gérer eux-mêmes, mais moi ce ne sera pas mon problème. Just saying, je dis ça, je dis rien, voilà. En gros, il y avait deux choses. La première chose, c'est que pour moi, si je parlais d'un produit, c'est que ben, je l'aimais. Donc dans ma tête, c'était pas du tout possible de me faire acheter par une marque, acheter mon avis, en fait, c'était pas possible. La deuxième chose, c'est que y a aussi beaucoup de partenariats qui se sont faits au début de ma chaîne où je n'étais pas payée pour faire les partenariats. Le seul partenariat que j'avais, c'était que la marque m'envoyait des produits et donc comme ils les envoyaient gratuitement, et ben moi j'avais du coup un petit post à leur faire, une petite vidéo à leur faire. C'était trop cool, genre j'exerçais ma passion et je recevais des produits et enfin pour moi c'était trop bien, donc bien sûr. Ensuite, au bout de quelques années, il y a eu le développement des partenariats rémunérés, donc en plus de devoir placer un produit qu'on nous envoyait gratuitement dans une vidéo, on était payé pour le faire. Et moi au début, j'avais vraiment du mal à en parler et j'avais du mal à dire que j'étais payée, déjà parce que j'en ressentais pas le besoin, enfin pour moi, comme je vous le disais, parce que comme j'aimais les produits, c'était normal en fait d'en parler dans une vidéo. Je pensais pas que c'était important de dire que j'étais payée pour en parler. Puis en fait, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que les gens pouvaient penser, je me suis dit ah ouais mais en fait j'ai pas envie de dire que je suis payée pour parler de ce produit parce que j'ai peur que les gens pensent que justement la marque a acheté mon avis et j'ai peur que les gens pensent que je fais ça que pour l'argent alors qu'en fait pas du tout, je le fais parce que j'aime vraiment les produits et parce que j'aime vraiment la marque et parce que j'aime vraiment ce que je fais et parce que je trouve que les produits sont cool. Donc pour ces raisons là, c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal à vraiment exprimer clairement le fait que j'étais payée pour faire certaines vidéos et j'étais payée pour parler de certains produits. J'avais peur que mes abonnés me fassent des remarques, me fassent des réflexions et pensent que mon avis était acheté. Et puis après ça, avant même que la loi en fait oblige de stipuler voilà quand il y a une collaboration rémunérée, j'ai décidé d'en parler parce que j'avais juste envie d'être honnête. D'ailleurs je pense que je pourrais même vous retrouver des vidéos où justement je vous explique ça avant même que ce soit obligatoire de le dire. Parce que voilà, j'avais plus pris confiance en moi, je savais de quoi je parlais et j'étais aussi fière de gagner ma vie comme ça, donc j'ai commencé à en parler un peu timidement, mais j'en parlais et en tout cas je le cachais plus. C'est arrivé au début bien sûr, aujourd'hui bien évidemment ça n'arrive plus et c'est bien aussi comme ça. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec une marque, collaboration, voyage presse, etc. Et oui c'est arrivé bien sûr, enfin vous vous doutez bien que au bout de quelques années de collaboration, de partenariat, de voyage presse, tout n'est pas toujours tout beau tout rose comme on a envie de vous le faire croire sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr ça m'est déjà arrivé d'avoir des collaborations un peu foireuses, des collaborations où au début ça semblait génial et puis finalement ça se passe pas très bien en backstage, j'ai envie de dire. Les conditions de travail sont pas toujours optimales, il y a quand même des choses aussi parfois qui sont pas vraiment dites, des choses qui sont pas faites comme il faudrait qu'elles soient faites, des choses qui sont un peu faites sous le manteau comme on dit, donc de manière pas très honnête. Et en termes de voyage presse aussi, après pour les voyages presse, je trouve que c'est un peu difficile de critiquer parce que pour moi les voyages presse c'est quand même assez génial, enfin en fait je suis très reconnaissante pour tous les voyages presse que j'ai pu faire jusque maintenant. J'ai pu visiter beaucoup de pays que j'aurais pas pu visiter, j'ai vécu beaucoup d'expériences pareilles auxquelles j'aurais pas pu avoir accès si j'avais pas fait ces voyages presse là. Donc je suis très reconnaissante de ça, ça a pas toujours été dans des conditions optimales, mais je suis quand même si il y a quand même des fois où ça s'est pas bien passé, mais bon, voilà, je suis quand même assez reconnaissante de tout ça. L'anecdote la plus fréquente généralement quand les voyages presse commencent un peu à partir en cacahuète, là tu commences à sentir que ça sent mauvais, c'est quand en fait t'as un deal avec la marque avant de partir au voyage presse. Donc soit tu détermines avant que tu vas poster tant de choses ou pas d'ailleurs, des fois la marque c'est juste bah voilà on t'invite, tu t'en parles si t'as envie d'en parler, t'es pas obligé, donc bon ok. Donc on va prendre typiquement ce cas de figure où la marque te dit t'inquiète t'es pas obligé d'en parler, c'est juste on t'invite, on veut te faire découvrir les produits et tout, donc voilà, et toi tu te dis bah génial, c'est vraiment genre j'ai rien à perdre en fait, j'ai plutôt tout à gagner, j'y vais puis j'ai rien à faire quoi, juste à profiter, donc c'est un peu des petites vacances, donc c'est génial, trop cool. Et puis en fait une fois que t'arrives sur place,
on te martèle à longueur de journée, t'as posté, t'as posté, t'as posté, t'as fait ci, t'as fait ça, voilà le hashtag, voilà le truc qu'il faut mentionner, et si et ça, viens faire des photos, viens faire des photos, et en fait t'es amené à faire 40 milliards de contenus, 40 milliards de trucs, parce qu'en fait t'es vraiment amené au pied du mur où on te met la pression, où on est là sur ton dos et on te dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et toi t'es un peu gêné, donc t'es là genre bah ok je vais le faire, sauf que derrière c'est pas contractualisé, c'est pas spécifié avant, et t'es un peu là sur le truc et tu te dis je crois qu'on se sert de moi là, excusez-moi, je crois qu'on se sert de moi. Help. Donc je dirais que voilà, ça fait partie des mauvaises expériences que j'ai pu avoir en voyage presse. Ce que d'autres influenceurs font et qui t'agacent. Alors, il y a beaucoup de choses. Par exemple, voir un influenceur parler d'un produit dans une story et en fait, on voit dans ses vlogs ou dans ses vidéos que le produit, il est inexistant, on le voit jamais et cette influenceuse ou cet influenceur utilise totalement d'autres produits à la place. Ça m'énerve. Parce que dire dans une story j'adore ce truc, j'adore ce truc, j'adore ce truc, et derrière qu'il l'utilise pas vraiment dans la vraie vie, ben c'est pas totalement vrai du coup. Après bien sûr on n'est pas obligé de toujours utiliser les trucs dont on parle, enfin en tout cas tout le temps, mais je veux dire il y a quand même certaines fois où c'est quand même assez gros, enfin suffisamment pour que ça se voit et que je le remarque et je me dis toi c'est pas bien ce que t'as fait. Mais voilà, il y a quand même 2-3 petites choses comme ça où je me dis ah oui, un autre truc que j'aime pas, que les influenceurs font et que j'aime pas, c'est changer d'avis comme de chemise. En gros, parler d'une marque ou d'un truc, quelques mois plus tard, quand le deal est fini et qu'on nous a proposé un autre deal, et ben parler d'un autre truc qui est dans la même catégorie. Ça des fois, pareil, je me dis toujours un peu c'est juste essayer de tenir une ligne de conduite. Enfin moi je dis ça, je suis pas la plus parfaite là-dedans, mais quand je parle d'un produit c'est parce que je l'aime vraiment et parce que je l'utilise. J'aime avoir cette relation avec la marque où j'aime vraiment les trucs dont je parle. Voilà, ça m'empêche pas parfois d'utiliser autre chose, mais quand c'est trop récurrent et que ça se voit, ben bon. Après c'est vrai que ça se voit un peu que l'influenceur a juste été payé pour en parler et puis après il utilise plus les trucs quoi. Donc voilà. As-tu déjà joué un rôle devant la caméra, souri en permanence alors que t'es dans un bad mood? Mais oui, bien sûr que oui. Sur ma chaîne de vlog, je suis un peu plus brute à ce sujet-là, mais bien sûr que ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, je vous avais même fait une vidéo à ce sujet, la vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant dans le petit i juste ici, qui était la vidéo « Je suis désolée de vous avoir menti » où justement je vous expliquais que j'avais joué la comédie sur certaines de mes vidéos, en tout cas mes dernières vidéos, où je faisais un contenu qui me plaisait pas et puis je faisais semblant d'aller bien alors que ça n'allait pas, donc bien sûr que ça m'est déjà arrivé. Et les gens qui vous disent « Moi je suis tout le temps positive, je suis tout le temps joyeuse, je suis tout le temps heureuse », c'est pas vrai. Ça cache souvent, même parfois, des gros problèmes de tristesse, de dépression, etc. Donc non, stop. La vérité c'est qu'on est heureux et on est triste et c'est la vie, donc moi ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore sûrement, ça veut pas dire que je suis malhonnête avec vous, ça veut simplement dire que quand j'exerce mon métier, à savoir vous faire des vidéos, et ben j'ai envie aussi que vous passiez un bon moment, et voilà. T'es-tu déjà forcé à accepter un partenariat car tu ne savais pas quand serait le prochain? Eh bien non, j'ai ce luxe-là de ne jamais avoir eu besoin d'accepter un partenariat contre mon gré entre guillemets, juste par l'appât du gain, parce que j'ai toujours eu beaucoup de chance à ce sujet-là et j'ai toujours eu beaucoup de travail, beaucoup d'opportunités et beaucoup de partenariats, et puis simplement même quand j'avais pas de partenariat, j'avais toujours mes vidéos sur YouTube qui me rapportaient de l'argent. Donc non, j'ai vraiment ce luxe-là et j'en suis très reconnaissante. D'ailleurs, puisque c'est pas donné à tout le monde et je sais que parfois ça peut être très stressant, surtout au début quand on se lance et qu'on a très peu de partenariats, ben voilà, d'accepter un peu tout et rien parce qu'il faut bien bouffer quoi. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé et je suis du coup très reconnaissante pour ça parce que c'est un vrai luxe et c'est une vraie chance. Bon, cette question, j'ai longtemps hésité, je savais pas du tout si j'allais y répondre ou pas. D'ailleurs, je sais même pas si je vais couper ça au montage, mais je vais quand même répondre à cette question. Je vais répondre à cette question parce que je veux être honnête avec vous et je veux être très transparente et je pense qu'il est temps que vous sachiez aussi. Et j'ai pas honte en fait, j'ai pas du tout honte et c'est pour ça que j'en parle, parce que si ça peut inspirer certaines personnes, alors j'espère que ce sera le cas. On va parler d'argent. J'ai eu très longtemps un énorme tabou avec l'argent parce que les gens me faisaient sentir que c'était pas juste ce que je gagnais et que je gagne ma vie en faisant des vidéos chez moi sans jamais se soucier ni comprendre ce qu'il y avait derrière et tout l'envers du décor, le travail, la pression, le stress et tout ce que ça engendre dans une vie privée ou
pas d'ailleurs. Je vais répondre à cette question parce que j'en ai marre de me cacher aussi et puis voilà, j'ai pas envie de faire semblant en fait. J'en ai un petit peu marre de tout ça et j'ai juste envie d'être très honnête avec vous. Donc la question c'est, quel est le plus gros montant que tu aies touché à l'issue d'un partenariat? Il y a plusieurs types de partenariats. Il y a des partenariats qu'on appelle des one-shot, qui sont des stories, un post Instagram, un vlog, une vidéo, un placement, bref. Ça, voilà, c'est un one-shot. Pour les one-shots, généralement, on est bien payé, mais c'est pas là où on gagne le plus d'argent, tout simplement parce que c'est pas récurrent et donc c'est un one-shot. Voilà, la simple chose qu'on te demande, c'est de faire ça, tu le fais, t'es payé. Voilà, basta. La deuxième chose, c'est les partenariats sur le plus long terme. Donc ça peut être plusieurs placements, ça peut être une co-création avec une marque, ça peut être aussi une suite de vidéos, ça peut être une participation à une émission, ça peut être plein de choses. Une émission à la télé ou sur internet, voilà, une collaboration vraiment qui dure dans le temps. Ça peut être plein de choses. Et l'argent gagné, bien sûr, va dépendre de manière générale soit de votre nombre d'abonnés, puisque les marques ont une chance de toucher plus de gens, alors aussi de votre personne, de qui vous êtes, puisque aujourd'hui nos images sont valorisées et donc quand une marque veut travailler avec nous, c'est parce qu'elle veut mettre en avant un certain produit puisqu'elle pense qu'on peut porter le message pour elle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler simplement d'un montant. Je vais vous en donner un, mais d'un partenariat qui a été effectué sur le long terme, donc c'est pas juste à la suite d'un partenariat ou d'un one-shot, c'est la succession de plusieurs choses que j'ai fait pour la marque et qui a débouché donc sur ce montant. Donc je vais vous donner le plus haut montant que j'ai touché pour un partenariat, mais un partenariat global sur plusieurs temps, sur vraiment longtemps. C'est un très gros partenariat, ça a duré longtemps. Aujourd'hui, si ça devait se revaloriser, ça se revaloriserait à la hausse. Mais au moment où je l'ai fait, voilà combien j'ai été payée pour un partenariat qui a duré très longtemps. Donc j'ai pas le droit de dire la marque parce que juridiquement c'est interdit, donc je la dirai pas. Mais le plus gros montant que j'ai touché pour un partenariat sur le long terme avec énormément de contenu, beaucoup de choses qui ont été faites, etc. pour cette marque en particulier, donc beaucoup de travail de ma part aussi, beaucoup d'investissement, compagnie. Vous voyez que ça a du mal à sortir parce que même si j'ai envie d'être transparente, c'est quand même un peu dur de le dire. Donc le plus gros montant que j'ai touché pour ce partenariat, c'était 190 000 €. Voilà, 190 000 €. Donc pour ce partenariat qui était un partenariat vraiment sur le long terme, c'est ce que j'ai touché en tout et pour tout, tout cumulé. Mais bien sûr, pour les gens qui sont très novices et qui se rendent pas vraiment compte de ça, sur ces 190 000 €, j'ai bien évidemment payé beaucoup d'impôts. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est génial de gagner autant d'argent et je suis très contente parce que grâce à ça j'ai pu aider beaucoup de gens dans mon entourage et surtout je peux aujourd'hui m'assurer un avenir et c'est fabuleux. Faut quand même comprendre que plus on gagne d'argent, plus on paye d'impôts et donc bien évidemment c'est pas du tout ce qui revient dans la trésorerie de ma société. Rassurez-vous, je n'ai pas touché donc tout cet argent au droit dans ma poche. Je paye des impôts comme tout le monde et croyez-moi j'en paye énormément, mais c'est un bon signe parce que ça veut dire que je gagne simplement très bien ma vie. Donc voilà, ça c'est le plus gros partenariat que j'ai fait, en tout cas le plus gros cachet que j'ai reçu pour un partenariat. Avec une marque. Il y a eu aussi d'autres très beaux cachets. Ça peut faire beaucoup parler dans les commentaires et honnêtement c'est tant mieux si ça peut ouvrir la discussion. Le simple fait est que je le gagne parce que je travaille pour gagner cet argent. J'ai énormément de chance aujourd'hui de faire ce que j'aime, de faire un métier qui me rapporte beaucoup d'argent mais que j'aime par-dessus tout. Il y a quelques années j'aurais été incapable de dire ça. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'estime être une jeune femme accomplie et droite dans ses bottes et je sais comment je gagne cet argent, je sais au prix de quoi je gagne cet argent. Donc voilà, alors bien sûr c'est pas ce que je touche en one shot, hein, sinon je serais déjà comme Kylie Jenner, milliardaire, je ne sais pas, bon bref, ou je ne sais pas, bref, quoi qu'il en soit, je serais déjà plus là. Et voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question et ça je sais que c'est une question que peut-être beaucoup d'entre vous se posent, maintenant vous connaissez la réponse. Ça veut pas dire que c'est ce que tout le monde gagne, ça veut dire en tout cas que c'est ce que moi j'ai gagné à une certaine période de ma vie pour ce partenariat sur le long terme en question. Voilà.
As-tu carte blanche quant au contenu que tu dois créer pour les marques ou sont-elles exigeantes? J'ai toujours carte blanche. D'ailleurs pour ça c'est vraiment trop cool parce que moi je refuse qu'on me mette enfin qu'on m'impose en fait trop de choses. J'aime pas ça. Donc j'ai carte blanche sur la totalité du contenu. La seule chose que les marques me demandent quand je travaille avec elles, c'est elles me donnent en fait quelques guidelines qui sont en fait des lignes directrices voilà, ils aimeraient que je place dans la vidéo, donc certains mots-clés par exemple qui sont importants pour eux, certaines valeurs qu'ils ont aussi envie de mettre en avant. Voilà, c'est tout. De manière générale, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas énorme. Ils estiment en fait qu'ils me font suffisamment confiance et s'ils ont choisi de travailler avec moi à la base, c'est parce qu'ils savaient voilà, que ce produit-là, je l'aimais, donc je le mettrais bien en avant à ma manière. Et à mon sens, c'est le plus important. Les retours des clients, de manière générale, sont les meilleurs retours pour une marque. C'est la raison pour laquelle j'ai très peu de contraintes quand je fais un partenariat et pour ça, je suis trop contente. Comment se déroule une collaboration, contrat, etc. Bon, alors cette vidéo va durer 10 milliards d'années parce qu'il y a encore plein de questions. Là, ce tag, il est ouf. Alors, comment se passe une collaboration? Généralement, la marque va envoyer un mail à mon agence. Comme ça, moi, je peux checker un petit peu les demandes entrantes. Je regarde ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je veux tester, ce que je veux pas tester. Suite à ça, la marque m'envoie les produits ou le produit en question. Je laisse une période de test, généralement d'un mois, 1 mois et demi avant de donner mon avis final. Si le produit me plaît, je recontacte mon agence pour dire que je souhaite travailler avec cette marque puisque j'aime ses produits. Si c'est pas le cas, je lui dis simplement que ça m'intéresse pas et donc elle doit faire le retour à la marque. Auquel cas, quand le produit m'intéresse et que du coup j'ai envie d'en parler, alors à ce moment, mon agence établit un contrat qui est validé donc par les deux parties, la marque et ma belle-mère qui s'occupe donc de toute la partie juridique de ma boîte. Une fois que tout ça c'est validé, après ça du coup je reçois des guidelines pour parler du produit. Voilà comment est-ce qu'ils aimeraient que j'en parle, sur quelle plateforme, et puis libre à moi ensuite d'en parler comme je veux. Voilà comment se déroule une collaboration. En tout cas pour ma part. Si tu avais un job classique après YouTube avec une routine, des horaires stables, etc., penses-tu que tu t'en sortirais? Non, je ne m'en sortirais pas. J'ai un très gros problème avec l'autorité. J'ai été toujours depuis du coup 10 ans ma propre patronne. J'ai jamais eu quelqu'un au-dessus de moi pour me dire ce que je devais faire, comment je devais le faire et quand je devais le faire. Donc c'est à la fois un défaut et une qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal quand on me demande de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Mais au-delà de ça, ça m'a aussi beaucoup boosté et ça m'a demandé beaucoup d'abnégation pour arriver aujourd'hui à avoir des entreprises et à les gérer. Et donc c'est compliqué aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me verrais pas rentrer dans une routine parce que ma vie n'est pas une routine, ma vie n'est pas routinière. Je ne fais jamais la même chose, je ne vais jamais aux mêmes endroits, voilà, j'ai pas du tout de routine, j'ai pas du tout d'horaire et pour ça je serais pas capable de travailler vraiment avec des horaires fixes. Tout simplement parce que j'ai été mal habituée, en tout cas je n'y ai pas été habituée du tout, pour ça je me suis créé mon propre métier. Voilà. En tout cas, même quand je déciderai de changer de métier, je ferai toujours en sorte d'être ma propre patronne et de mener ma vie professionnelle et personnelle comme je l'entends. Comment ta belle-mère est devenue ta manager? Que fait-elle pour toi exactement? Ça, c'est une question qui est revenue aussi, donc je me suis dit qu'on allait la mettre dans ce tag-là. Alors, comment est-ce que ma belle-mère a travaillé pour moi? Comment ça se passe? Donc, pour les gens qui ne savent pas, ma belle-mère, ce n'est pas donc la mère de mon copain, c'est donc la femme de mon père. Alors, pour la petite histoire, je la connais depuis que j'ai 5 ans, donc j'ai grandi avec elle, c'est ma deuxième maman, c'est pareil. Et donc en fait j'ai grandi avec elle, elle me connaît par cœur comme si j'étais sa fille, donc l'avantage aussi c'est que c'est pas ma mère, donc il n'y a pas du tout ce rapport aussi compliqué mère-fille, même s'il y a l'aspect fusionnel. Elle travaillait en tant que navigante donc dans les avions elle a travaillé là-dedans pendant presque 20 ans, pendant des années. Et suite à un événement assez compliqué, elle a décidé que c'était devenu un peu compliqué pour elle de continuer à travailler dans cette compagnie et puis elle voulait aussi passer plus de temps donc avec mes petits frères pour pouvoir s'en occuper beaucoup plus parce que navigant c'est un métier où on est très peu à la maison. Et de fil en aiguille, elle commençait à m'aider avec mes mails, avec ma compta, avec les avocats, les contrats, des choses qui devenaient un peu trop compliquées pour moi quand j'avais 18 ans, 19 ans. Elle a commencé à m'aider là-dessus et puis ensuite elle s'est mise à 50% dans son travail et puis elle a continué à m'aider, elle commençait à m'accompagner, elle m'aidait à faire les négociations, elle m'aidait sur absolument tout et jusqu'au jour où elle a décidé qu'elle allait arrêter de travailler dans cette compagnie et de venir travailler en plein temps avec moi.
Donc aujourd'hui c'est ma manager, elle s'occupe de faire la liaison entre les marques, mon agence et moi. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est contrat, elle s'occupe de ma comptabilité, elle s'occupe de mon agenda. Elle s'occupe aussi beaucoup aujourd'hui maintenant de la boutique Leaves and Clouds. C'est elle qui s'occupe de toutes les finances de la boutique, de la compta, de tout en fait. Donc voilà comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Je pense que très personnellement j'aurais pas pu rêver mieux qu'elle pour travailler avec moi là-dessus, puisque on a suffisamment de recul toutes les deux pour jamais mettre l'affect dans notre travail. Je sais pas comment ça se fait parce que c'est pas toujours évident, mais j'avoue il n'y a jamais eu ce genre de choses là, et comme je suis quasiment comme sa fille, du coup elle fera toujours en sorte de défendre mes intérêts et de pas y trouver les siens. Et ça c'est, je pense, la chose la plus difficile à trouver dans ce milieu, puisqu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui se prétendent managers et qui nous volent sur des contrats ou nous mentent ou se servent de nous, que c'est difficile de trouver quelqu'un vraiment en qui on peut avoir confiance. Mais bon, elle vit avec mon père et mes petits frères, donc je sais qu'elle pourra jamais me la mettre à l'envers. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance et voilà comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, elle est salariée de mon entreprise, je lui paye un salaire tous les mois. Voilà comment ça fonctionne quoi. Et dernière question, et pas des moindres, es-tu jalouse, envieuse d'autres youtubeurs, youtubeuses, influenceurs, influenceuses? Je sais pas si on peut vraiment parler de jalousie. En revanche, je suis très inquiète. Je suis souvent anxieuse vis-à-vis du contenu ou vis-à-vis d'autres youtubeurs ou influenceurs. C'est normal, c'est parce que ça fait tellement d'années que je fais ça aujourd'hui que je peux pas m'empêcher souvent en fait de comparer mon contenu avec le contenu d'autres personnes, parce que je me demande si mon contenu est assez bien. Est-ce qu'il est assez travaillé? Est-ce qu'il est assez monté? Est-ce qu'il est assez original? Je sais pas, est-ce qu'il est assez qualitatif en termes d'image, en termes de plein de choses? Est-ce que mes miniatures sont sympas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer? Est-ce que mes photos Instagram sont assez jolies? Est-ce qu'il faut qu'elles soient plus naturelles? Est-ce qu'il faut qu'elles soient plus travaillées? Enfin, en gros, je peux pas aujourd'hui vraiment dire que je suis jalouse, parce que la jalousie est un vilain défaut et je pense que j'ai pu l'être pendant un temps, tout simplement parce que la jalousie ça cache souvent une peur en fait. Donc je pense que j'ai pu l'être. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que je sais aussi ce que je vaux, même si j'avoue que c'est pas tous les jours facile, parce que dans ce milieu qui est très compétitif, on est souvent en up and down et on se demande souvent si on mérite notre place, si on mérite d'être là, alors que pourtant derrière j'ai toujours une petite voix qui me dit il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, et c'est vrai, mais souvent on ne peut pas s'empêcher de se comparer et c'est pas bien parce que ça nous fait de la peine, ça nous fait du mal, mais ça m'arrive, ça m'est arrivé et ça m'arrivera sûrement encore jusqu'à ce qu'un jour je fasse suffisamment de travail sur moi. C'est déjà ce que je suis en train de faire, mais jusqu'à ce que j'ai suffisamment pris de recul par rapport à tout ça pour lâcher totalement prise. Et peut-être qu'un jour ce sera le cas, en tout cas je me le souhaite, parce que ça crée parfois beaucoup d'anxiété et beaucoup d'angoisse chez moi. Mais jalouse, non. Anxieuse et regardante sur tout ce qui se fait, oui. Voilà, c'était la dernière question de ce tag qui était littéralement interminable. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, j'espère que c'était intéressant, j'espère avoir pu répondre à certaines de vos questions. En tout cas, mon but c'est comme d'habitude d'être la plus transparente possible avec vous, dans la limite du raisonnable, puisque comme je vous l'ai dit, il y a souvent un aspect juridique qui fait que je ne peux pas vraiment parler à cœur ouvert, puisque je ne peux pas faire de délation envers une personne en particulier ou envers une marque. Ça aussi que je veux que vous le compreniez, parce que souvent vous attaquez les youtubeurs ou les influenceurs de faire des sous-entendus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait simplement juridiquement c'est interdit, donc voilà, on peut pas aller là-dedans quoi, clairement c'est pas possible. On n'est pas aux États-Unis avec Shane Dawson, Jeffree Star et Tati. Si vous n'avez pas suivi le drama, allez regarder parce que moi je suis chouque. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma chaîne de vlog en cliquant ici pour voir l'envers du décor de ma vie ici en Belgique et mon déménagement, etc. etc. Partagez vos expériences dans les commentaires, likez la vidéo si vous en avez envie et si surtout sur la vidéo vous a plu. Ça là, c'est tout le but du like. Je vous fais à toutes et à tous plein d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous aime très fort. Merci de m'accorder votre confiance depuis tant d'années et je vous dis à très vite, donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.